Protégeons les Ivoiriens chez eux, c'est faux. Totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à immigrer en Europe. Désolée, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Le 6 juin 2025, la Côte d'Ivoire a signé un accord de pêche avec l'Union européenne. 2 milliards pour 4 ans. C'est-à-dire l'Union européenne va payer 2 milliards à la Côte d'Ivoire. Et les bateaux de l'Union européenne vont exploiter les eaux ivoiriennes pendant 4 ans. 4 années pour 2 milliards. Bon, si je développe ce sujet, il y a certaines personnes qui vont penser que c'est parce que je n'aime pas le pouvoir en place. Moi-même, je ne vais pas développer le sujet. Mais écoutez cette vidéo-là. Au Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux. Totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à immigrer en Europe. Désolée, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Je voterai donc contre ce projet totalement irresponsable. Protégeons les Ivoiriens chez eux et protégeons nos frontières chez nous. La députée même parle de pillage. Elle-même, elle parle de pillage. Donc, qui sommes-nous pour dire le contraire? Si c'est nous qui développons ça, vous avez dit non que c'est parce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire, quand les bateaux de l'Union européenne vont venir dans les eaux ivoiriennes pour venir exploiter, pour venir pêcher le thon, ça va lui être profitable. Mais elle-même là, elle trouve que ce n'est pas normal. Maintenant, il y a des gens en Côte d'Ivoire ici là, et ils vont trouver que ça c'est normal. Si toi tu critiques ça là, c'est parce que gens tu n'aimes pas le pouvoir en place que tu critiques. Moi j'ai l'impression que gens la Côte d'Ivoire c'est comme un bon débarras quoi. Genre c'est comme si les gars bradaient nos eaux. Bon venez, utilisez ça comme vous voulez, donnez les 2 milliards et puis faites ce que vous voulez. On a l'impression que c'est un truc comme ça quoi. Moi souvent il me pose la question de savoir est-ce qu'on a des députés en Côte d'Ivoire? Sincèrement, est-ce qu'on a des députés? Parce que voici une députée de l'Union européenne qui défend la Côte d'Ivoire comme si elle était députée même de la Côte d'Ivoire. En ce moment, les députés de la Côte d'Ivoire, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment triste. Et c'est dommage. 2 milliards pour 4 ans. Si tu veux savoir la signification réelle de ce que c'est que la souveraineté alimentaire, regarde cette vidéo. Produire ce que l'on consomme et réduire progressivement le recours aux importations. C'est l'un des objectifs majeurs de l'offensive agro-pastorale et halieutique mise en œuvre sur la période 2023-2025. 3 années d'efforts qui commencent à produire des résultats. La production céréalière a progressé en moyenne de 20%. En 2025, le Burkina Faso a même produit suffisamment de céréales pour couvrir 124% de ses besoins. Le riz figure parmi les productions qui illustrent cette dynamique. Pour la première fois, la production de riz paddy a dépassé le 1 million de tonnes. Le maïs et la pomme de terre ont également enregistré des progressions. À la fin de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, nous sommes à un niveau de production de 7 142 000 tonnes de céréales, ce qui représente une croissance moyenne de la production d'autour de 20% par an. Et en 2025, nous avons pu atteindre le seuil de 124% de couverture des besoins céréaliers de notre pays. La Chine fait un don de plus de 2400 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire, d'un montant de plus de 1,7 milliard de francs CFA. Oui, ça a eu lieu au ministère, reçu en grande pompe. C'est l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire qui est venu remettre le sac de riz. Regardez les photos qui défilent. Nous sommes en Côte d'Ivoire 16 ans après la prise de pouvoir de l'économiste Alassane Dramane Ouattara. Merci. Bon, entre nous, comment est-ce que certaines personnes font pour détester le monsieur là? Mais ce qu'il fait là, tout est visible, tout est palpable. On voit. Avant lui, on sait ce qui s'est passé. On sait ce que les gens disaient sur le Burkina Faso.
Non, le Burkina Faso ne peut pas faire telle culture. Il y a telle culture qui ne peut pas prospérer au Burkina Faso. Mais quand le monsieur est venu, lui dit que c'est faux. Tout peut pousser au Burkina Faso. Et il s'est mis au travail. Voilà les résultats de son travail. Tonne de riz à perte de vue. C'est-à-dire, les gens vont manger riz jusqu'à eux-mêmes seront fatigués. C'est ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, il faut mettre des stratégies en place pour que on puisse avoir de tels résultats. Le monsieur a décidé d'apporter du matériel roulant d'abord. Après, il dit, il va apporter de l'eau. Il a apporté de l'eau. Et c'est fini. C'est-à-dire, les agriculteurs eux-mêmes, là, ils sont heureux, ils sont contents. C'est-à-dire, toi, tu décides même d'être agriculteur. Les tracteurs vont venir d'abord déblayer ton terrain. Ils vont venir mettre tout en place. Et puis toi, maintenant, tu viens avec la sémence pour venir travailler. Regardez le résultat. Un pays qui veut vraiment sa souveraineté alimentaire, là, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait là. C'est ça, normalement, les dirigeants doivent faire. Parce qu'il faut avoir déjà l'ambition. Il faut avoir cette volonté. Tant que tu n'as pas cette volonté, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, c'est impossible. Toujours diriger vers l'extérieur pour se nourrir. Même le riz qu'on doit manger là, ça doit venir d'abord d'ailleurs, avant que nous ne puissions consommer ça ici. Pourquoi? Voilà au Burkina Faso tout près là. Aujourd'hui, ils sont autosuffisants en riz. Personne ne va faire du chantage sur le Burkina Faso parce que gens, c'est eux qui cultivent le riz ailleurs. Personne. C'est eux qui cultivent leur propre riz et c'est ce qu'ils cultivent là qu'ils mangent. Force au président capitaine Ibrahim Traoré. Merci, on en sort. La plus grande arnaque de l'Afrique, c'est l'école. On nous fait passer 20 ans de notre vie assis sur des bancs à nous apprendre que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en réalité, on nous façonne pour devenir des exécutants de ceux qui ne sont même pas sur notre continent. Et après toutes ces années, on sort avec un diplôme dans la main pour se poser une seule question. Qui va m'embaucher? Mais attendez, on t'apprend à manipuler un ordinateur, jamais à en fabriquer un. On t'apprend à chercher un emploi, jamais à devenir le PDG. On t'apprend à devenir professeur, mais rarement à créer ta propre école. Et après, CV sous le bras, dossier dans une enveloppe, concours, stage, encore stage et chômage. L'école africaine est devenue une usine à fabriquer des diplômés avec le chômage en téléchargement automatique sur les têtes. Et ce qui me met plus en colère, quand un jeune africain fabrique un prototype avec 3 bouts de fer, tout le monde vient prendre des photos avec lui. Regardez notre génie africain. Vous voyez le petit? Vous voyez comment le petit est fort? Ça roule seul, vous voyez? Faut être baoulé pour faire ça, faut être baoulé. Ça roule seul. Vous voyez? Non! Pardonnez les gars. Là, plus blé. Vous voyez le petit là? L'État là le prend, vous voyez, ça roule. Il n'y a pas moteur, petit là est fort. Mais quand il faut sortir l'argent, construire le laboratoire, financer la recherche, transformer son invention en véritable industrie, bizarrement tout le monde disparaît. Et quelques années plus tard, nous importons à prix d'or ce que nous n'avons pas aidé notre propre jeune à produire. Alors j'ai une proposition. Si vous pensez que ce qu'on apprend à nos propres enfants ne peut pas servir à transformer leur propre continent, fermez les écoles. Oui, fermez-les parce qu'on est fatigué de passer 15 ans à étudier pour finir par marcher sous le soleil avec des dossiers sous le bras. Nous produisons du cacao, mais on continue d'importer des produits transformés. Nous avons des minerais, du pétrole, des terres. Nous avons des millions de jeunes. Alors pourquoi sommes-nous toujours autant dépendants de ce que les autres fabriquent? Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien. Je dis qu'une école qui ne répond pas aux problèmes de son propre continent doit être repensée. Formez-nous à produire, à transformer, à inventer. Formez-nous à industrialiser. Et quand un jeune arrive avec un véritable projet, arrêtez de l'applaudir seulement. Financez-le. Parce qu'un continent qui possède des matières premières, mais qui dépend constamment des autres pour le transformer, ne contrôle pas sa propre richesse. Jeunesse africaine, nous ne voulons plus seulement apprendre à utiliser ce que les autres fabriquent. Nous voulons apprendre à fabriquer ce que les autres viendront acheter chez nous. Partage cette vidéo jusqu'à ce que quelqu'un nous explique à quoi doit servir l'école africaine si elle ne sert pas à construire l'Afrique. Voilà pourquoi j'aime le président capitaine Ibrahim Traoré. Voilà pourquoi j'aime ce monsieur. Voilà ce qu'il dit. La lutte qu'il mène ne mène pas seulement que pour le Burkina Faso. Il mène cette lutte-là pour l'Afrique tout entière et pour la dignité humaine. Comment vous faites pour détester ce monsieur-là? Comment vous faites pour ne pas aimer ce que ce monsieur-là fait? Comment vous faites pour détester ce que ce monsieur-là dit? Comment vous faites pour ne pas vous associer à la lutte noble que ce monsieur est en train de mener? Ce n'est pas lui seul, hein. Même tous les dirigeants de l'AES, là, comment vous faites pour ne pas les aimer? Assez sincèrement, ils me posent des questions et je ne sais pas comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à détester ça. Quelqu'un, lui, il a décidé de lutter. Il pourrait lutter seulement que pour son pays. Il pourrait dire non, que moi, il m'arrête seulement au niveau de mon pays. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est en train de faire prendre conscience à plusieurs Africains. Et donc, il y a plusieurs Africains qui sont en train de comprendre beaucoup de choses à travers la lutte du président capitaine Ibrahim Traoré. Il voit Afrique, il voit global, il ne voit pas seulement individu. Quand il est venu au pouvoir,
Et je suis qu'il a eu plusieurs propositions. Il y a des impérialistes qui sont venus. Il y a des occidentaux qui sont venus. Pour lui proposer beaucoup de choses. Le monsieur pouvait accepter et puis rester président. Et c'est que s'il avait accepté ça, cette histoire de terrorisme dans son pays, là, ça n'allait même pas exister. Mais justement parce que le monsieur a décidé de se battre pour la liberté, pour la souveraineté, pour l'indépendance vraie. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui est en train de se passer au niveau des pays de l'AES. C'est parce que les gars ont refusé les propositions que les gens les ont faites. Mais comment vous faites pour ne pas aimer ça? Bon, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais ne vous érigez pas en obstacle. Ne faites pas que, à cause de vous, la lutte qu'ils sont en train de mener échoue. Ne faites pas. Si vous n'aimez pas ce qu'ils font, restez dans votre coin, restez en retrait et puis regardez les choses se faire. Je pense que c'est mieux. Il faudrait pas qu'on dise non que c'est à cause de ce genre d'individus là que la lutte que les dirigeants de l'AES menaient pour le peuple africain a échoué. Non, il faudrait pas. Si vous pouvez pas soutenir, si vous pouvez pas les aimer, restez en retrait et puis regardez les choses se faire. C'est tout. Force au président capitaine Ibrahim Traoré. Ainsi, on est ensemble. Famille, on écoute attentivement le porte-parole du gouvernement concernant l'augmentation du prix du carburant. Écoutez attentivement, non, et puis je reviens. Ces différentes augmentations ont entraîné dans certains pays un déficit budgétaire. Nous essayons de contenir ce déficit dans les limites de ce que nous avons convenu avec le Fonds monétaire, et donc tout cela est une contrainte pour nous. C'est pour ça que nous avons dû, pour pouvoir contenir ce déficit-là, procéder à cette augmentation. Il faut que les citoyens savent que si nous avions une autre solution que de procéder à cette augmentation, nous l'aurions fait. Non, vous ne pouvez pas trouver une autre solution. Vous ne pouvez pas trouver une alternative lorsque c'est le FMI qui vous contraint. C'est pour cette raison on dit prendre crédit là. Ça peut pas te rendre libre. Prendre crédit en djoula là, ça veut dire djourou. Djourou en tradition littérale, ça veut dire corde. Bon, quand toi-même tu vas mettre la corde sur ton cou, mais c'est celui qui a mis la corde sur ton cou, c'est lui qui peut te diriger là où il veut. Ce n'est pas toi qui va prendre cette corde là pour te diriger. Non, il te fait rentrer là où il veut. Ce qu'il veut faire de toi là, c'est ça il fait de toi. La contrainte là, c'est quelque chose on ne discute pas. Quand tu es contraint de faire quelque chose là, tu n'as pas d'autre solution à part ce qu'on te demande de faire. Prendre crédit, en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tu fais quoi du crédit que tu as pris? C'est ça la question. C'est ce que tu vas faire du crédit là. Les fruits, les bénéfices que tu vas tirer de ce que tu as fait du crédit, c'est ce que tu vas prendre pour rembourser le crédit. Mais si ce crédit là, tu prends pour embellir, tu prends pour rendre joli, pour qu'on chante bien tes louanges, pour qu'on dise non que tu es joli, tu es beau. Arrivé un moment, il faut falloir rembourser. Et c'est là on verra. En plus de cela, c'est le FMI qui contraint. Le FMI qui donne facilement à la Côte d'Ivoire. Le FMI qui classe la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs pays. C'est ce même FMI-là qui contraint. Regardez cette vidéo-là. Quand la Banque mondiale ou le FMI prête de l'argent à un État, c'est pour le contrôler. C'est du néocolonialisme. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI, sont le bras armé de l'Occident pour reprendre le contrôle sur les anciens pays colonisés. Les pays du Sud se sont massivement endettés dans l'espoir d'un développement économique. Des banquiers, des économistes de toutes ces grandes institutions occidentales vont leur vendre du développement économique, du développement d'infrastructures en leur prêtant de l'argent. Mais bien sûr, la condition ultime, c'est de laisser des entreprises occidentales faire ces travaux. Les banquiers savent très bien qu'il y a de la corruption localement, ils encouragent encore plus cette corruption pour détourner de l'argent. Et une grande partie de l'argent qui est prêté disparaît dans des comptes en Suisse. Alors oui, bien souvent, les infrastructures sont construites, mais c'est les entreprises occidentales qui récupèrent l'argent. Au final, les pays sont tellement endettés qu'ils doivent céder au chantage. Ainsi, les pays endettés doivent vendre leurs stocks. Famille, regardez les trois images qui sont là. On va parler d'accord de pêche entre ceux qui sont ici et puis les deux pays qui sont là. En 2025, ceux qui sont là, ils ont renouvelé un accord de pêche qu'il y avait avec ceux-là. C'est-à-dire ceux-là, ils doivent exploiter les eaux de ceux-là pendant 4 ans. Et ceux-là doivent payer 2 milliards à ceux qui sont là. C'est-à-dire ceux-là, avec les 33 bateaux, ils viennent exploiter les eaux. C'est-à-dire eux-là, ils viennent pêcher le poisson thon avec d'autres espèces pendant 4 ans. Et pendant les 4 ans, ceux-là, ils doivent donner 2 milliards à ceux-là. Maintenant, ceux qui sont là, quand le contrat a pris fin et qu'il était l'heure de renouveler, le monsieur qui est là, lui dit, il ne renouvelle pas. Parce que l'accord qui existait entre les deux pays, là, lui dit que c'est un accord qui est déséquilibré. Et tenez-vous bien,
Ceux-là, pour un contrat de 5 ans avec ceux-là, ils devaient verser 17 milliards à ceux-là. Mais le monsieur qui est là, lui, il dit que c'était un accord déséquilibré, que les 17 milliards, là, c'est petit. Par contre, ici, là, ceux-là, ils doivent exploiter les eaux d'ici, là, pendant 4 ans. Et c'est 2 milliards, les gars, donnent. Entre nous, hein. Essayez de voir ça un peu. Ici, pendant 5 ans, 17 milliards. Ici, pendant 4 ans, 2 milliards. Mais le monsieur qui est là a dit que 17 milliards, c'est foutaise. Que lui, il renouvelle pas. Voilà, l'accord qui existait entre les deux. Lui, il dit, ils vont se concentrer sur eux-mêmes. Voilà, ils vont essayer de créer des usines pour pouvoir conserver les thons. Ils vont essayer de créer des emplois avant de renouveler le contrat qu'il y avait entre ceux-là et lui, son pays. Mais ici, là, ils disent, allons ça, donner 2 milliards. Et puis exploiter ça pendant 4 ans. On a juste l'impression que ceux qui sont là, genre, c'est un bon débarras, quoi. Genre, c'est comme si les gars bradaient. Voilà, les gars bradaient nos eaux. Oui, utilisez ça comme vous voulez, puis donner les 2 milliards. C'est-à-dire ceux-là, ils doivent exploiter les eaux de ceux-là. Chaque année, ils doivent extraire 6100 tonnes de thon. Chaque année, pendant 4 ans. Souvent, ils me posent la question, hein, la Côte d'Ivoire, là, où on va même? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Quand moi, je parle en bien du monsieur, qu'il y a des gens qui pensent qu'il exagère. Bon, voilà une bonne décision qu'il a prise. Pour que lui, son pays, puisse profiter de eux-mêmes leurs propres eaux. Ce qui est à l'intérieur de leurs eaux, là. C'est que Dieu a mis pour eux. Eux-mêmes, ils doivent profiter de ça. Quand on va parler, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui vont venir dire que c'est parce qu'on n'aime pas le pouvoir en place qu'on est en train de dire tout ça. Mais vous-même, regardez. Est-ce que c'est normal? Pendant qu'ailleurs, ils disent non que c'est foutaise. 17 milliards pour 5 ans. C'est foutaise. Mais ici, on prend 2 milliards pour 4 ans. C'est vraiment triste. Et c'est dommage. Force au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Force au peuple gabonais. Courage au peuple ivoirien. Merci. On est ensemble. Pour victoire de la Bible, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'homme de Dieu a été mis aux arrêts. Il a été mis aux arrêts à son domicile. Comme les vidéos le certifient. Au regard de ces vidéos, des hommes armés sont arrivés à son domicile. Il a fermé, sa maison était fermée. Voilà, sa maison était fermée. Voilà, à clé. Ils ont tapé pour dire qu'il faut ouvrir. Bon, vu qu'ils étaient en train de taper, vu qu'ils sont venus avec brutalité, bon, lui, il a le droit d'avoir un sentiment de danger, un sentiment de... Voilà, non. Parce que la façon dont vous venez là, par rapport à ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, où des faux pasteurs comme les Makosso ont appelé à son arrestation là, pour dire que ça va venir vers toi là. Quand vous venez avec brutalité là, même, lui il va chercher à se protéger. Hein? Voilà, c'est ça. Vous le connaissez, vous avez son numéro de téléphone, vous avez pu le contacter, vous lui demandez de venir. Les gens lui ont dit ça va venir vers toi. Lui il savait que ça allait venir vers lui. Mais le criminel là, mais il fuit. Il fuit, Eli Pada a fui. Il a été simplement convoqué. C'est pas que ça il a fui. Non, lui là, il peut fuir. Et c'est écrit même dans la Bible. Jésus a dit, si on vous persécute, allez vers un autre territoire, vers une autre ville. C'est écrit dans la Bible. Jésus lui-même là, quand ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, mais il a quitté la ville où il y a eu ce crime là. Tout est écrit dans le livre de Matthieu. Non, il pouvait fuir. Voilà. Mais il est resté. Il est resté. Bon, là dans les vidéos, là, on voit que sa résidence a été saccagée. Télévision là même, là, vous avez jeté sa par terre, etc., etc. Moi, ce que je peux dire à son assemblée, c'est de s'adresser vers le tribunal militaire. Avec toutes les preuves. Le tribunal militaire. Vous dites qu'ils n'ont pas donné des... Il n'y a pas eu de convocation, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, il n'y a rien eu. Ils sont venus le prendre comme ça. Donc, allez vers le tribunal militaire pour porter plainte. Vous prenez tous les images, les photos, vous les imprimez, vous achetez 2 papiers ministres, je dis bien 2 papiers ministres, et puis rapportez, écrivez tout ce qui s'est produit. Allez vers le tribunal militaire pour déposer votre plainte.
Voilà, ils vont enquêter. Et puis situer les responsabilités. Ces gens-là, ils seront interpellés et jugés. Le tribunal militaire ne joue pas avec eux. Policiers même qui raquettent là, on les prend là. 5 ans de prison. Même gendarmes. Tout récemment, on a vu ça ici. Non, il ne faut pas jouer avec eux. Ok? Voilà. Là, nous sommes dans une affaire judiciaire. Et dans une affaire judiciaire, c'est pas policier on craint, c'est pas gendarme on craint. Non. C'est le juge qu'on craint. Policier arrête, le gendarme il arrête. Le juge condamne ou le juge libère. Donc c'est la décision du juge qui est importante. Le procureur, c'est son droit de te poursuivre. C'est son droit, mais c'est le juge qu'on regarde. La justice, elle est souveraine. Regardez l'affaire Italie à Constitution là. On dit le premier ministre, le ministre de la Constitution, sont allés inaugurer des logements. Justice a donné une décision. Justice a donné une décision pour la démolition de tout ça. Donc la justice, elle est indépendante, elle est souveraine. Maintenant, par rapport à ça, par rapport à l'affaire, par rapport à la vidéo de l'homme de Dieu, j'ai dit dans ma présente vidéo qu'il faut se référer au code pénal. Quel article du code pénal condamne quelqu'un qui se réjouit de la mort d'autrui? Quel article? Ça ne figure pas, ça n'existe pas. Il dit bien, ça n'existe pas. Par contre, c'est le fait d'exprimer sa joie. C'est le fait d'exprimer sa joie par rapport au décès. Et surtout, lorsque cela a pour but de porter atteinte aux morts, à la famille, à l'État même, voire pour provoquer, le procureur peut poursuivre cela. Voilà ce qui est clair. Hein? Il n'y a pas d'article, mais il peut engager de poursuivre cela. Puis que non, là, c'est provocation. Non, là, ou soit là, c'est atteinte aux morts. Hein, là, c'est... Voilà ce que le procureur peut faire. Mais au regard des propos. Oh, les propos là, ça continue. Obetalala, kolo, fa. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Donc la justice ne poursuit pas les émotions, sentiments de joie, de tristesse. Non. Mais par contre, dans la vidéo, il a eu à traiter le commandant qui est décédé là, de chef R.